Oui, on l'a entendu, mais c'était pas pour. On avait décidé de. Vous avez attendu qu'on s'applaudisse. Eh bien, Jean-François Bernardini, bienvenue à la SAC, sur notre grande et belle commune, et dans cette grande et belle salle culturelle, pour une conférence-débat dont le thème était sûrement d'actualité hier, l'est encore plus aujourd'hui, dans un monde sûrement plein d'incertitudes, et quand on est dans un monde d'incertitudes, la violence n'est jamais très loin. J'ai, au travers de l'article que vous avez délivré dans la presse, j'ai retenu quelques mots. La violence, nous l'avons tous en nous. Il faut la connaître, peut-être l'accompagner et surtout gérer nos émotions. Je crois que là, eh bien, nous serons très attentifs à ce que vous nous direz, aux questions que vous nous poserez, ou que nous nous poserons à la suite de votre intervention. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais remercier particulièrement Pierre Faure, qui est à l'initiative de cette conférence. Pierre, merci beaucoup. Et puis, le principal de notre collège, à chaque fois je dis c'est un principal dynamique qui a amené de la vie vraiment dans le collège et à la SAC. Merci à vous, Rémi, pour accompagner tout le travail de préparation et d'organisation qu'il a fallu à Pierre pour que ce soir nous nous retrouvons si nombreux dans cette salle. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là, de nous accorder un petit peu de votre temps. On sait qu'aujourd'hui, le temps est très précieux. Je voudrais saluer et remercier de leur présence et de leur aide Michel Relia et Gilbert Fonti, nos conseillers départementaux, Monsieur Jean-Marie Lascaux, qui nous a accueillis dans sa commune et qui a permis que cette manifestation ait lieu tant après-midi que ce soir. Rémi, avec qui nous avons travaillé pour monter la conférence cet après-midi avec les enfants. Et puis, je voudrais te souhaiter la bienvenue, Jean-François. Merci d'être là. Tu es quelqu'un de précieux. Tu sais que tu es quelqu'un de précieux pour moi. C'est pas très facile pour moi ce soir, mais merci d'être là. Merci de nous apporter ton discours et surtout, merci de nous donner l'envie d'avancer parce que cette conférence, c'est un départ de quelque chose. On doit travailler à retrouver notre vraie nature, comme tu dis souvent, notre vraie nature. On n'est pas arrivé sur cette terre violente, bien au contraire. Et on doit retrouver cette nature qui nous permet d'avancer, qui nous permet de communiquer entre nous, de nous entendre, de régler des conflits. Parce que des conflits dans une vie, il y en a toujours. Et puis, je voudrais saluer, si tu me le permets, à Bastia, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick, qui est notre contact, qui fait un travail formidable, parce que moi, ça a été mon contact, mais ça a été le contact de tout le monde qui organise une conférence. Et des fois, il y a 7 coups de téléphone. Je voudrais m'excuser auprès de mes collègues de travail si des fois la conférence avait pris un peu de place pendant les heures de travail. Un jour, j'ai eu 7 coups de téléphone. Mais bon, ce soir, on est là tous rassemblés pour la bonne cause et c'est super sympa. Tu la remercieras de notre part parce qu'elle fait un travail formidable et il ne faut pas l'oublier, elle travaille dans l'ombre, mais elle fait aussi que ce soir, on est tous réunis là. Demain, tu vas à Montbrison. Je voudrais saluer Rémi qui est là ce soir dans cette salle, qui organise la même chose. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, la non-violence, elle est en Corrèze ce soir, mais elle est partout en France. Elle va à travers nos campagnes, de ville en ville, à travers nos campagnes. Et aujourd'hui, il faut vraiment se poser les vraies questions et retrouver cette envie de communiquer et de se rassembler pour une bonne cause. Je vous remercie à tous. Je te passe la parole, Rémi. Oui, rapidement, donc, merci de votre présence assez nombreuse. Je pense qu'on doit dépasser les 100 personnes, donc c'est très bien. Juste vous dire que cette conférence donc, de ce soir, qui a pour intitulé « Non-violence, un équipement de vie », elle fait suite à une
une conférence cet après-midi auprès de l'ensemble des élèves de 4e et de 3e du collège, sur à peu près 200 élèves, sur la non-violence, ça s'apprend, donc faite par Jean-François Bernardini, que je remercie vraiment de sa présence ici. Et de 16h à 17h, pendant 45 minutes à peu près, Jean-François Bernardini a pu avoir un échange privilégié avec 13 élèves du conseil de vie collégienne qu'on apprête à mobiliser sur des missions de médiation entre pairs. Voilà, donc essayer de résoudre au plus près du terrain des conflits, j'espère par quelques pistes qui ont été abordées cet après-midi, mais en tout cas par la transmission de ces idées. Voilà, donc merci beaucoup. Juste vous dire qu'à l'issue de la conférence, il y a des petits débats qui s'installeront peut-être, on l'espère, un apéritif convivial pour finir nos discussions avec des petites choses à manger préparées par l'équipe de cuisine du collège sera servi là au bar, donc j'espère qu'on pourra tous se retrouver tout à l'heure. Merci, prenez du plaisir, je pense que ça va être très intéressant. Merci pour votre accueil à tous. Merci beaucoup. Et merci pour vos présences. Je suis encore sous le coup de l'émotion qu'on a vécue cet après-midi avec les enfants dans la salle. Un grand moment et je n'ai que le souhait que vous ayez l'occasion de voir. C'était mieux avant. Ah, comme vous voulez. Non, vous ne pensez pas? Oui. On vient de voter, c'était mieux avant. Encore? Touche plus à rien. Encore? Non, c'est bon. Non, il y en avait d'autres. C'est que ça chauffe. Non, c'est bon. Ah d'accord. On est encore sous le coup de l'émotion du partage comme cet après-midi qui sont des vrais moments de grâce. J'ai vraiment envie que vous ayez un jour l'occasion de voir ce qui fait briller les yeux de nos juniors, ce qui fait couler quelques larmes, ce qui donne lieu à quelques standing ovations pour la non-violence de manière assez inattendue. Parce qu'en fait, elle vient confirmer notre vraie nature et elle a un pouvoir transformant qui est assez exceptionnel. C'est un peu de ça dont je voulais vous parler. Quand je passe des après-midi comme aujourd'hui, vous voyez, j'ai le sentiment d'être milliardaire. Milliardaire d'émotions, milliardaire d'enrichissement, et milliardaire de tout ce qui peut aider un être humain à être debout, digne, capable de s'insurger, de s'indigner et de trouver des moyens nobles pour défendre des causes nobles, pour être un citoyen responsable à la hauteur de ce petit miracle qu'est la vie. Et voyez-vous, plus il y aura d'écrans dans ce monde, et plus on aura besoin de moments comme ceux de ce soir. Plus on aura besoin de présence, de bienveillance, celle qu'on peut trouver dans la famille, dans le quartier, dans le village, dans l'école où il y a un cadre. On aura besoin, pourquoi? Parce que l'être humain est un être de rencontre. L'être humain est un être de lien, d'échange. C'est un besoin essentiel. Nous sommes des êtres de relation. Et très souvent, nous en sommes privés. Il y a des phrases, voyez-vous, des concepts, des raisonnements. On ne peut les intégrer que si au bout de ces phrases, au bout de ces mots, il y a quelqu'un. Il y a une présence. Il y a une bienveillance. C'est ainsi que l'on peut intégrer ces concepts, ces idées-là. J'étais avant l'été, vous savez, dans ce lycée de Grasse, où un jeune lycéen était rentré à Rond-Point pour essayer de régler ses comptes à ses anciens camarades. Et en parlant avec les enseignants qui étaient là, effectivement, on s'est rendu compte et on se disait que ce jeune lycéen, il a certainement vu beaucoup d'images. Il a joué à beaucoup de jeux, vidéo et autres. Il a vu beaucoup d'écrans. Mais est-ce qu'il a vraiment rencontré ce quelqu'un dont nous avons tous besoin? Est-ce qu'il l'a vraiment rencontré? Cette confiance qu'on ne trouve que quand on est écouté, quand on écoute. Et c'est peut-être ça sa tragédie. Ne pas avoir rencontré ce quelqu'un. Donc je viens partager avec vous la pertinence d'un message, son urgence peut-être. Heureusement, dans le monde, nous faisons tous de la non-violence sans le savoir. Comment être non-violent aujourd'hui? Comment ne pas l'être? Est-ce qu'on a le droit de ne pas l'être? Je suis un artiste qui porte ces mots de citoyen, qui porte des préoccupations de citoyen. Un Corse qui parle de non-violence, avouez quand même que ça prête à sourire. C'est merveilleux, c'est très bon pour le caractère. C'est un peu canal inattendu, d'une certaine manière. Mais ça a sans doute quelques explications. Je reconnais qu'il y a à peine 6-7 ans, personne ne m'aurait invité, moi, Corse, parler de non-violence. Et moi, je dois vous dire, d'ailleurs, que moi aussi, j'ai bien peur de ridicule.
Et c'est un pas immense, d'autant qu'il y a urgence. Je ne suis pas formateur en non-violence, je suis un candidat à la non-violence. Je suis un apprenti, un usager. Mais je viens de vous témoigner d'un programme qu'on a lancé en 2011 avec une petite ONG qui s'appelle Oman. Et je me rends compte qu'à chaque fois, en faisant tous ces détours à travers la France, la Suisse, la Belgique, en fait, je viens vous parler d'une inconnue. Car la non-violence est une totale inconnue. Mais c'est une inconnue qui est potentiellement en chacun de nous, qui correspond totalement à notre nature. Mais nous ne le savons pas, nous ne le savons plus, nous ne le savons pas encore. La non-violence, elle a avant tout besoin de combattants, de chercheurs de justice. Nous sommes tous des petits chercheurs de justice. Moi, citoyen de Corse, j'étais aussi dans ce besoin-là. Je me rends compte d'ailleurs combien elle peut libérer. Le défi de la non-violence, c'est effectivement, on dit qu'il faut cultiver la paix, qui est souvent un mot galvaudé d'ailleurs. Mais pour cultiver la paix, il faut cultiver le combat. Car la paix, ça se construit. Ce n'est pas une fleur que l'on cueille un beau matin, comme par enchantement. Et ce qui menace la paix dans le monde, ce ne sont pas les conflits. C'est l'idéologie qui fait croire que la violence est le seul moyen pour résoudre les conflits. On ne peut pas régler les problèmes sans violence, qui est le plus gros mensonge. Et l'autre versant du mensonge, c'est celui qui nous fait croire qu'on va s'en sortir par la lâcheté, la passivité, la résignation, en étant spectateur, comme on serait spectateur sur les gradins d'une corrida où on assisterait à un combat. Donc la non-violence a avant tout besoin de chercheurs de justice. Je voulais souligner d'ailleurs que non-violence, qui originellement était le mot ahimsa, le mot en sanskrit de Gandhi. Ahimsa, ça veut dire le A privatif, imsa, c'est la malveillance. C'est-à-dire le refus de la malveillance, le refus de la destructivité, le refus de faire du mal à l'autre et à soi éventuellement. Ce non-violence, donc, il implique en fait beaucoup de oui, et c'est là où il nous intéresse. Oui à la vérité. Gandhi disait, il n'y a pas de résolution possible du conflit sans la vérité. Vérité et non-violence, c'est deux faces d'une même médaille. Si je veux résoudre le conflit, la vérité est dirigée dès le départ. Nommer la vérité. Oui à la bonne analyse, oui aux moyens nobles pour défendre des causes nobles, oui au courage, à l'imagination, à l'humour. L'humour, c'est libérateur. À l'insolence, à l'équipement de vie. Et surtout, non à l'équipement de mort que l'on nous propose très très souvent. C'est Khalil Gibran qui dit ce que je te dis n'a pas de sens. Ce que je te dis n'est que la moitié de la vérité. Mais je te le dis pour que nous puissions ensemble chercher la deuxième moitié. Et c'est bien là la démarche et le propos que j'essaierai de tenir ce soir. Je suis là, comme je vous le dis, comme apprenti de la non-violence. Je suis vraiment convaincu chaque jour un peu plus que l'école, la société ont besoin absolument aujourd'hui de cette boussole, c'est-à-dire d'armes d'instruction massive. Le monde a besoin d'armes d'instruction massive. On me demande quelquefois comment je suis venu à ça, à la non-violence. Ça me passionne pour cet outil, parce que des fois, vous savez, dans le milieu de gens qu'on rencontre, il y en a qui me disent, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il y a un truc spécial. Là, tu dépenses une énergie incroyable, effectivement. Alors j'évoque toujours trois raisons. La première que je donne, c'est que j'ai grandi dans un petit village, ici dans le nord de la Corse. C'est-à-dire que j'ai grandi dans la matrice de la ruralité universelle, le village. L'on connaît tous, c'est une matrice universelle. Le village, c'est un peu, à mon sens, c'est le lieu du don, du contre-don, de la mutualité, de la coopération. Rien n'est idéal dans un village. Mais c'est un lieu où bien souvent l'empathie est au centre. Je partage les joies, je partage les peines. Je ressens ce que tu ressens. L'empathie, c'est le levain de la non-violence. Nous partageons les joies et les peines. J'apprends à lire dans le cœur de l'autre. J'entendais dire autour de moi, dans mon petit village, je vais mieux quand tout le monde va mieux. C'est un programme politique qui est à l'encontre de ce qu'on voit aujourd'hui. J'entendais dire par les plus anciens, Mediamore et Tumba. Mieux vaut mourir que tuer. Je ne comprenais pas trop. Quand j'ai dit ça à Jean-Marie Muller, éminent philosophe de la non-violence en France, que j'avais au téléphone tout à l'heure, il m'a dit, mais tu te rends compte ce que tu me dis? Ça fait 40 ans que je réfléchis là-dessus. J'ai écrit 40 bouquins là-dessus et tu me dis que dans la langue populaire, ben, j'ai dit absolument. Je l'ai entendu dire chez moi, et certainement d'autres manières, vous l'aurez entendu. Ma mère avait une petite épicerie, je l'entendais dire aux clients qui venaient, Pagarede donde bobuede. Vous paierez quand vous pourrez. Je me dis,
Si on retrouvait 1 millième de cette confiance-là dans le monde, on changeait le monde. D'accord. Ouais. Donc cette initiation à la bienveillance, à l'empathie. Les gens de mon village, rassurez-vous, ils ne connaissaient pas le mot d'empathie. Mais ils l'appliquaient. Il était là au quotidien. C'était des gestes. Quand il y avait un décès dans une famille à côté, ma mère se levait à 5 heures, elle préparait un repas pour l'amener dans la maison du défunt. Parce que ce jour-là, la famille du défunt n'a certainement pas le temps de... Vous voyez tout ça. C'était une manière de réguler, c'était... Bref, le lieu de l'empathie appliquée, première raison. La deuxième, c'est qu'à ma sortie de l'université, d'école normale, je suis tombé sur une merveilleuse revue qui s'appelle Alternative non violente, qui existe aujourd'hui, à laquelle je me suis abonné. Et d'instinct. Et elle m'a donné à découvrir des auteurs, des gens que je connaissais un peu, mais en fait, on ne les approchait pas au lycée ou au collège, on ne les approchait pas sous ce angle-là. De Tolstoï à Jean Sharp, à Jean-Marie Muller, à Lanza Del Vasto, etc., etc. Qui m'ont donné donc cette littérature de la non-violence, et qui m'interrogeait énormément, et qui m'a nourri énormément. Je dois beaucoup à cette revue. La troisième chose, je pense que c'est la Corse entre la violence qu'elle a subie dans son histoire et la contre-violence qu'elle a subie. Et en Corse comme ailleurs, les armes sont un mensonge. Les armes vous piègent. Avec des moyens, comme celui des armes, on peut faire perdre les causes les plus nobles. Et en Corse comme ailleurs, la contre-violence a été un piège. Ce sont les trois raisons, je pense, qui sont un peu les rails de ma démarche. Je vous l'ai dit, je suis ici un serviteur d'Human, qui est une petite ONG européenne, qui est portée aujourd'hui par 4000 citoyens d'Europe. Ce sont des gens, nous n'avons pas de fonds publics. La padrise dont tu parlais était une bénévole. Je suis un bénévole, bien évidemment. Il y a un seul salarié dans cette petite ONG. Donc portée par 4000 citoyens qui se disent, nous sommes tous différents. Nous pensons tous différents. Nous ne sommes pas d'accord sur tous les sujets. Mais éthiquement, nous pouvons travailler ensemble. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le travail que toute société doit faire sur elle-même pour progresser. Ce qui nous intéresse, c'est un jardin qui est trop souvent délaissé dans le monde aujourd'hui, qui est le jardin du bien commun. Et ces gens-là se réunissent sous un seul principe, ils se disent, nous sommes des passionnés de solutions. Nous voulons faire des petits pas. Ne parle d'un problème que quand tu as un début de réponse à proposer. Là, je vous jure, ça nous invite à monter à bien sûr. Et nous pensons effectivement qu'il n'y a rien de plus insolent aujourd'hui dans le monde que de proposer des prototypes, des petits pas, des petites réponses, de construire des réponses qui fonctionnent. Et le dernier programme qu'on a lancé, on en a sur l'environnement, sur le multilinguisme, sur les solidarités, sur les transmissions des savoirs. On a un 5e programme qu'on a lancé en 2011, début 2011, qui s'appelle « Devenons artisans de la non-violence ». Effectivement, la violence, vous l'avez dit, elle est omniprésente, elle est banale. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut démentir, comment on peut déconstruire ça? Avec cette conviction, justement, que l'homme a droit à autre chose que ce poison qu'on lui vend tous les jours. D'un côté et d'une main, on vous dit, la violence est inéluctable. L'homme est violent par nature. C'est ce que l'on a appris à tout le monde. L'homme est violent par nature. Ça mérite d'être réinterrogé aujourd'hui, et je vous en parle. La seule manière de réguler les conflits et les rapports humains, c'est la violence, le rapport de force, de n'importe quoi. Ou bien, de l'autre main, on vous dit, on ne peut rien faire. C'est fatalitas, donc résignation, passivité, lâcheté. Et justement, si on sortait de ce piège, qui est réducteur, ce binaire, c'est donc cette conviction qui nous dit, il y a autre chose qui est possible. Et nous allons poursuivre cette conviction inlassablement de toutes nos forces. Parce que tout, partout et toujours, nous avons besoin d'un autre outil. Et la non-violence, sa philosophie, sa stratégie, cette boussole, elle peut peut-être nous inspirer. Et je me réjouis d'ailleurs depuis 2011 de voir les petits pas qui ont été possibles. C'est-à-dire qu'on a ces programmes de non-violence, ils ont touché à ce jour 32 000 citoyens, juniors et adultes. C'est-à-dire des gens qui ont consacré au moins 2 heures comme ce soir, ou bien une journée de formation, ou un après-midi, à entendre pour la première fois parler de non-violence. Le rectorat de Corse a été le premier rectorat de France à envoyer dans sa lettre pédagogique en début d'année une invitation à tous les lycées à ouvrir leur porte à cette formation à la non-violence. Récemment, donc 6 ans après, je suis invité par le recteur de Marseille et celui de Nice en audience pour leur dire voilà ce que nous faisons. Et qui disent mais c'est absolument essentiel. Il faut que nous multiplions les démarches.
L'IUT de Saint-Denis, dans le 93, est le premier IUT de France, premier espace universitaire en France, à proposer des modules de non-violence depuis le 2 février dernier. Il y avait 100 étudiants inscrits et ça recommence maintenant. L'université de Neuchâtel en Suisse vient d'organiser une journée entière dédiée à la non-violence. Nous travaillons avec des clubs de football professionnels comme l'AS Saint-Étienne, qui forment désormais les 1200 jeunes qu'ils reçoivent chaque année pendant leur stage d'été à la non-violence, qui forment les cadres, les entraîneurs, bref. J'ai donné personnellement, en 3 ans, 360 conférences, rencontres sur la non-violence. C'est-à-dire 350 rencontres avec des lycéens, des collégiens. Et je reçois bien sûr des émotions des collégiens, des lycéens, des réactions. À chaque fois, je dois vous dire qu'à la fin de ces conférences, je leur laisse toujours un numéro de téléphone. Je dis, tiens, peut-être que parmi vous, moi, à votre âge, je n'aurais pas eu le courage de lever le doigt. Je dis, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont envie de me poser une question d'une autre façon. Je dis, je vous laisse un numéro de portable. Il n'y a que moi qui lis ces messages. Je suis le seul à les lire. Je réponds à tous les messages que vous m'enverrez. Je vais vous en dire un, je l'ai reçu hier. Je lis ce message. Bonjour Jean-François. Cette année, je suis en première littéraire, toujours avec Madame B. Normalement, nous allons nous revoir en janvier. En effet, je retourne dans ce lycée en janvier, ou en février. Enfin, j'aimerais savoir pourquoi vous ne parlez pas dans vos conférences de la violence vis-à-vis des animaux, dans les abattoirs, de l'homophobie. Ce sont deux sujets très importants dans notre société actuelle. Dans mon message précédent, l'an dernier donc, je vous avais parlé de la mutilation. J'ai réussi à l'arrêter pendant 4 mois, mais j'ai craqué il y a 2 jours. Trop de pression, trop de stress, un mal-être trop présent, pas d'aide. C'est de ma faute, vous savez. Si je ne reçois pas d'aide, car certains profs ont été à mon écoute en ce début d'année. Depuis votre conférence, tout a changé. Mais je n'arrive tout simplement pas à parler. Les mots restent coincés au fond de ma gorge. Une fois le moment passé, je m'en veux. Je ne sais pas comment je vais tenir. En plus, en apparence, j'ai toujours l'air heureuse. Je souris, je ris, mais ce n'est qu'un masque. Pour conclure, moi qui pensais m'épanouir en première littéraire, je ne m'y sens pas très bien. Je me confie à vous car je vous connais, mais je reste une inconnue pour vous, cordialement. Blanche. Je lui ai répondu. Elle m'a répondu de nouveau. Mais est-ce qu'un jour on arrive à vivre ou on survit toute notre vie? Okay. Je pourrais vous lire comme ça, j'ai des centaines de témoignages ici. Pour tout vous dire, je donne mon vrai numéro de téléphone. Je n'ai jamais été trahi par aucun collégien ou lycéen de France. Jamais. Il n'y en a jamais un qui m'a appelé pour me dire j'ai envie de rigoler, quoi. J'ai envie de te faire sonner pour une porte. Jamais. C'est drôle, hein. Quand je dis ça aux adultes, ils sont. Bref. Voyez-vous, voilà où nous nous trouvons aussi en tant qu'adultes, en tant que société, vous en tant qu'enseignants, mes amis. Nous nous trouvons en tant que société face à ces questions-là aussi. Et elles ne sont pas si rares. La non-violence dans le monde, donc, c'est d'abord le droit à la non-violence éducative. Tout ce que je vais vous dire ce soir est dans les livres, dans les bibliothèques, dans les films. Le problème, c'est que pour aller partager ça avec vos enfants, avec vous ce soir, avec tous les médias qui existent, en fait, il y a très peu de sonneurs. Il y a très peu de gens qui disent nous allons tout faire pour que les 250 ici enfants, ça fait droit à ça. À Limoges hier, à Montbrison demain, à hier, après-demain, etc. Nous avons besoin de sonneurs. Nous avons besoin de cultiver le jardin intérieur de l'être humain et du citoyen de demain. Je pourrais vous lire des centaines de feuilles d'écho à la fin de ces formations qui écrivent des juniors ou des adultes, très émouvants. On les met à la disposition des gens qui viennent souvent en formation, etc. Je pourrais vous lire des témoignages aussi émouvants que celui-là, que les gens laissent pas lire. Mais bon, je passerai là-dessus. La non-violence éducative, donc, c'est croire à l'éducabilité de chacun. Tous nous sommes capables. Tous, nous avons les moyens et les compétences pour ça. Nous pouvons gérer autrement les conflits. Nous pouvons user du conflit comme une chance de progrès. Nous pouvons accompagner l'autre au changement par la médiation. C'est ce que j'expliquais cet après-midi à des élèves là qui se sentent des vocations de médiateurs. Et quand vous leur donnez 2-3 exemples, vous montrez le pouvoir de la médiation. Ah bon? Ah ça donne envie, c'est possible, ça s'apprend. Comment
être non violent aujourd'hui, comment ne pas l'être. Cette forme de bienveillance dans l'éducation, celle que nous avons vécue aujourd'hui, vous voyez, ce moment-là, très souvent d'ailleurs, on associe bienveillance et laxisme. On va vous dire, oh, en plus, vous avez vu comment il se comporte, et en plus, il faudrait qu'on soit gentil. Ah non, excusez-moi, mais bon. Mais la bienveillance n'est pas le laxisme. La bienveillance, ce n'est pas seulement je t'achète un iPad et tu vas dans ta chambre. Parce que si c'est ça la bienveillance, c'est le contraire de la bienveillance. La bienveillance, c'est une exigence. C'est un cadre. Cet après-midi, nous avons parlé de ça. Hein? Vous écoutez votre camarade qui s'exprime comme vous m'avez écouté, s'il vous plaît. Vous n'avez aucun problème à comprendre ça. Aucun problème. Et ce n'est pas en donnant des coups de bâton, c'est juste en leur faisant prendre conscience du bonheur d'écouter et d'être écouté. D'ailleurs, ils vous le disent, ça fait du bien d'être écouté. Effectivement, est-ce qu'on les écoute? La bienveillance, c'est une exigence, c'est des règles. Certaines de ces règles ne sont pas négociables. N'importe quel enfant comprend ça. Tu as droit à toutes les émotions, tu n'as pas droit à tous les comportements. C'est très simple. Tu as droit à toutes les émotions. Tu es en colère, tu as droit à être en colère. Mais tu n'as pas droit à tous les comportements. Et justement, c'est de ça dont nous allons parler. Bref, donc, et cette pédagogie de l'exemple, elle est extraordinaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème de conscience. On parle souvent de la notion d'enfant roi. Vous savez, l'enfant roi, en fait, ce serait l'enfant qui ne connaît aucune limite. Mais l'enfant qui est élevé dans la bienveillance, il a beaucoup de limites. Mais il n'en souffre pas. Pour lui, fixer des limites, dire ça, c'est pas négociable. C'est pas toi à 6 ans qui décides ce que tu vas te mettre ce matin. Pour lui, c'est pas négociable. Pas de problème, il n'en souffre pas. Pour lui, fixer des limites, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas être méchant. C'est même sécurisant pour lui. C'est la forme de responsabilité qu'il attend de l'adulte en face de lui. D'accord? Et quand vous lui donnez tous les jours ces microcrédits de comportement, il n'y a aucun problème avec ça, avec les limites. Alors, comment éduquer aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes? Effectivement, nos amis africains, ils disent qu'il faut un village pour éduquer un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin non pas seulement d'un père et d'une mère, quand il les a, pas toujours, mais il a besoin de plusieurs référents spontanés. Dans un village, ces référents existent. Et ils exercent un contrôle social, éducatif, involontairement, mais ils l'exercent, de leur vigilance, de leur bienveillance. Et voyez donc il faut un village pour éduquer. Bref, le village, c'est-à-dire cette initiation dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne fait plus de la formation. On ne fait plus cette initiation. Cette initiation à l'empathie, à la mutualité, à la coopération. Bref, apprendre très tôt que faire du bien, ça te fait un bien énorme. Quand tu donnes, tu reçois 10 fois plus. C'est incroyable. Bref, ce mot initiation, nos enfants en sont souvent privés. Et ils sont en plus dans un biotope dans lequel aujourd'hui la violence est omniprésente. Violence des comportements, violence des attitudes, violence des mots. Bref. Et des mots qui quelquefois sont ravageurs. Vous savez que dans les cours de lycée en Allemagne, l'insulte la plus forte, la plus fréquente, c'est un mot allemand, Opfer, O-P-F-E-R, victime. Tu es ma victime. On se traite de victime. Dans les jeux vidéo violents, d'ailleurs, le mot victime est le mot qui revient le plus souvent. Victime, ça veut dire que tu es ma serpillière. Okay. Donc, cette initiation, ils ont droit à ce biotope-là. Le village, le quartier, la famille, le club de sport, tout ça. Beaucoup de ces offres, reconnaissons-le, sont affaiblies aujourd'hui. D'accord? Beaucoup de ces offres. Bref. Et en 2016, d'ailleurs, souvent, l'école devient un peu le dernier rempart, où il y a encore des responsables, des adultes, qui sont d'ailleurs, pour beaucoup, merveilleux, extrêmement dévots. Donc, l'initiation préalable, elle disparaît, et c'est ce qui rend, d'ailleurs, la mission de l'école aussi plus difficile. Il ne s'agit pas de culpabiliser les adultes, les parents, mais très souvent, vous pouvez le constater, c'est que par le temps qui nous est pris à nous, par le stress que subit aujourd'hui l'être humain, je ne pense pas que l'être humain soit fait pour subir le taux de stress qu'il subit aujourd'hui. D'accord? Très souvent, vous avez des enfants, en fait, qui sont des orphelins avec parents. Et qui se retrouvent seuls le soir avec un iPad. Je joue avec l'iPad jusqu'à 1h du matin. Mes parents, ils dorment. Ok, d'accord. Un enfant de 9 à 16 ans,
il n'a pas les moyens de gérer les émotions que peut lui donner un iPad. D'accord. Je vous signale d'ailleurs que ceux qui les inventent, pour leurs enfants, ils veulent des écoles avec un tableau, des fenêtres et pas d'écran. C'est différent. Ce n'est pas les écrans en soi, c'est l'addiction. Quand un enfant s'exprime sur un ordinateur, de l'autre côté, il y a des gens qui examinent son attitude et qui savent à quoi il est addict et qui savent comment il faut répondre et qui savent comment on le rend addict. C'est ça la perversion. Vous le voyez très bien. Hein, vous exprimez un choix sur Internet, le lendemain, vous recevez des pubs. Donc voilà, c'est donc, et nous vivons donc, on parlait d'initiation, et ces enfants-là, très souvent, comme nous tous d'ailleurs, ils vivent dans des formes de bidonvilles moraux, affectifs, d'accord, avec l'intrusion d'une banalisation de la violence comportementale qui est là tous les jours, omniprésente. La médiasphère, elle est peuplée de héros négatifs. Si aujourd'hui j'avais commis un acte quelconque ici à la salle, j'étais à la une demain. On va peut-être être à la une avec la non-violence, ça les parce qu'il y a toujours des journalistes et des médias intelligents. Donc l'école est quelquefois le dernier rempart. On lui dit, alors la société, c'est un peu l'enfer, faites-nous le paradis, c'est pas ça. L'école rempart si on ne finit pas sponsorisé comme certains collèges et lycées en Allemagne désormais. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on vient de moins en moins d'argent pour l'éducation, ce sont des compagnies privées qui vont sponsoriser l'école. Donc on ira dans un lycée sponsorisé par la BNP, par... Quelque chose me met très en colère d'ailleurs en voyageant à travers collèges et lycées de France. Ça relève de la nourriture dans les collectivités. Alors vous allez me dire, ça a à voir quoi avec la non-violence? Vous allez voir. C'est très très simple. Beaucoup de directeurs de collège me disent, normalement dans 12 ans, je suis d'avoir dîner, on mange à la cantine, aujourd'hui ça ne vous dérange pas, j'ai bien absolument. Je connais beaucoup de cantines scolaires. Et il me dit, mais là on va fermer, parce que si vous voulez, les normes sont en train d'augmenter, et puis alors on nous propose maintenant des plateaux repas. Avec les plateaux repas, ça va nous coûter 2 fois moins cher. Oui. C'est-à-dire que bientôt, on va tous manger Sodexo, Bayer et Monsanto. Et avec Sodexo, ce qu'il y a, c'est que viande ou poisson, c'est la même odeur. C'est-à-dire qu'à l'âge où les enfants, où nos aînés ont besoin de plus d'une nourriture saine, attendez, on va s'occuper de vous. Hein. Vous allez avoir des plateaux repas, il n'y a pas de problème. Bien sûr, le problème de la nourriture biologique dans les cantines, ça, c'est pas... C'est un véritable enjeu, et les lobbies en sont bien conscients, parce qu'un enfant qui mange mieux à la cantine, il change les habitudes de consommation de la maison le soir. D'accord? Il a compris, parce qu'ils comprennent très, très vite. Vous comprenez pourquoi la bouffe industrielle mène aujourd'hui des enjeux incroyables. D'ailleurs, je vous signale qu'en janvier 2017, le Sénat et le Conseil constitutionnel, ils ont censuré le seuil de 20% de nourriture biologique en restauration collective. C'est déjà trop, 20%. Il ne faut pas exagérer, hein. Surtout pas, les enfants mangent trop de nourriture biologique, ça va leur faire du mal. Et en même temps, je ne sais si vous êtes au courant, mais nous assistons aujourd'hui, et tous les spécialistes sont d'accord, à une perte de la qualité nutritionnelle de ce que nous mangeons. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effondrement de la valeur nutritive de nos aliments. Nous mangeons des aliments creux. Nous mangeons des calories vides. Et c'est la raison pour laquelle vous compensez en quantité. Parce que vos cellules créent famine après le repas. Vous savez que dans une pomme biologique, il y a autant de micronutriments que dans 1 kilo de pommes golden pesticidées. Alors quand vous faites le rapport qualité-prix, vous allez voir. C'est-à-dire que vous allez manger, mais vos cellules créent famine. Ce sont des violences structurelles qui sont invisibles, mais elles ne sont pas inoffensives. Elles ne sont pas du tout inoffensives. Dans plusieurs lycées de France que j'ai visités, ils se sont rendus compte que le vendredi à la cantine, la consommation de pain augmentait de 20 à 30%. Là, ils se sont posé des questions. Comment se fait-il que le vendredi, il y a 2/3 des élèves qui sont passés, il y a déjà plus de pain. Et tous les jours, en fait, ils se sont rendus compte en observant qu'il y a beaucoup d'élèves qui font des provisions de pain. Parce que le week-end, à la maison, il n'y a pas de pain. Et donc, on remplit les anorak de pain. C'est aussi ça la réalité que nous. Je peux vous dire que je l'ai constaté, nous l'avons constaté. La Fédération française de cardiologie, vous me direz si vous étiez au courant là-dessus, elle vient de sortir un rapport, en particulier par l'intermédiaire de François Carré, qui est un cardiologue éminent en France. Ils ont fait une étude sur les 9 à 16 ans, entre 1980 et 2016. Ils se sont rendus compte que les jeunes de 9 à 16 ans
entre 80 et 2016, ils ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Le moteur. C'est-à-dire que en 1980, il leur fallait 3 minutes pour courir 800 mètres. Aujourd'hui, il faut 4 minutes quand on y arrive. J'ai interrogé tous les professeurs de gymnastique et d'EPS que je vois dans les lycées et les collèges que je rencontre. Je leur pose la question, c'est la vérité. On court 100 mètres, monsieur, on ne peut plus. On ne peut plus, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'en 1980, le moteur, c'était ça. Maintenant, le moteur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train d'élever des générations de gens qui, à 35 ans, vont prendre des médicaments pour le cœur. C'est très bon pour le PIB. C'est très bon pour le marché. Qui est au courant là-dessus? C'est drôle. Ok. C'est-à-dire 3%. C'est drôle, ce genre de truc, ça ne fait pas la une. Il n'y a pas un ministre qui vient nous dire à la télé, attendez les mecs, il n'y a pas quelqu'un qui envoie une circulaire à tous les chefs d'établissement en disant, oh, vigilance, s'il vous plaît, là. Parce que nos juniors, ils ne sont pas cons. Hein. Je vous jure que tous les professeurs d'éducation, tous les lycées où j'ai dit ça, le prof d'éducation physique que je rappelle, il me dit, mais Jean-François, là, il n'y a plus de dispensaires sport, ils sont tous présents. Là. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que notre corps, il a besoin de bouger 1 heure par jour. Et quand je ne bouge pas, je perds mon potentiel. Et la capacité de mon moteur, car le cardiovasculaire, c'est mon moteur, est en train de diminuer. C'est une urgence nationale. Ça ne fait pas la une, on passe à côté. Pourtant, nous sommes tous électroniqués. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous... Bon, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Et là, c'est un problème. Ce sont des violences structurelles invisibles. Donc, vous voyez, non-violence et écologie, c'est profondément lié. D'ailleurs, l'alimentation. Il n'y a d'ailleurs plus de contrat social possible si on ne prend pas soin, si on n'est pas conscient de ces réalités-là. D'accord? Il y a 25% plus d'ouragans depuis 30 ans dans le monde. Donald Trump, il n'a rien vu. Peut-être que le prochain ouragan, on va l'appeler Donald 1, le deuxième Donald 2, Donald 3, et peut-être qu'il va tomber. D'accord? Les semences aujourd'hui ne sont plus un bien public. Parce qu'il y a quelques multinationales qui en ont fait un bien privé. Et que ça a été voté en 2011, y compris en France. Aujourd'hui, ils ont inventé des graines suicides que vous êtes obligés de racheter chaque année. Si ça, c'est pas un hold-up. 300 000 paysans se sont suicidés en Inde. En France, on dit un tous les 2 jours. Monsanto savait que le glyphosate était une molécule cancérigène, casseuse d'ADN depuis 1990. On va peut-être voter là, la fin du glyphosate, en 2017. Vous imaginez? Ok. Les laboratoires Servier savaient que le Mediator était un poison 10 ans avant que n'éclate le scandale. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris que le progrès aujourd'hui, c'est de l'air pur, de l'espace, de l'eau sans chlore, de la nourriture biologique, de la bienveillance. C'est ça le problème. De l'éthique. C'est ça le problème. L'alimentation, bien évidemment, l'homme est le seul être qui empoisonne sa nourriture. Il y a une étude récente de l'Institut de veille sanitaire qui dit que la France est le pays où l'on a le plus de pesticides dans le sang. Nous en avons 3 fois plus qu'en Allemagne. Génération Future, là, ils viennent d'analyser de nombreux aliments qu'on trouve dans les rayons des supermarchés pour savoir s'il y avait du glyphosate, qui est donc aujourd'hui reconnu comme cancérigène. Il y avait 53% des produits supermarchés où il y a du glyphosate, des traces de glyphosate. Ne vous étonnez pas, il y a en France 8 nouveaux cas de cancer par jour. Ne nous étonnons pas quand même. Notre corps, c'est une machine extraordinaire, mais il a ses limites aussi. À un moment donné, ça va. Okay. Pendant ce temps-là, donc, je ne sais pas si vous connaissez ce concept des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire des gens qui disent la vérité, qui travaillent dans des grandes multinationales et qui acceptent, qui sont les vrais héros de notre temps. C'est-à-dire qu'ils font preuve d'un immense courage pour dénoncer des faits, qui se retrouvent seuls et qui payent un prix insupportable simplement parce qu'ils ont dit la vérité. Quand vous parlez avec des gens comme Yasmine Montargeni, qui travaillait chez Nestlé, vous dites qu'ils m'ont ruiné la vie. Ils m'ont ruiné la vie. Elle ne fait plus un témoignage sans pleurer. Elle travaillait à l'Organisation mondiale de la santé, elle a été embauchée comme cadre chez Nestlé, et c'est devenu, elle m'a dit, je suis dans un enfer. Bref. C'est-à-dire que dire la vérité dans le monde va coûter de plus en plus cher. Vous avez vu l'anecdote de ce chauffeur de camion qui travaillait chez ArcelorMittal. Il s'est filmé en train de déverser tous les jours avec son camion
des hectolitres de liquide vert qui était de l'acide. Il a dit, mais je voyais que ça fumait, là. Je me suis posé des questions, quoi. Et puis le lendemain, j'arrivais, je voyais un sanglier qui était mort. Il me dit, j'ai dit, je ne peux plus continuer ça. J'ai filmé, j'ai mis sur les réseaux. J'ai dit, comment? Il a été débauché. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut l'embaucher. Il est traité comme un pestiféré. C'est drôle. Celui qui dit la vérité. Okay. Et pendant ce temps-là, sur la planète, en 10 ans, il y a 1000 défenseurs de l'environnement qui ont été assassinés. 1000 défenseurs de l'environnement qui ont été assassinés en 10 ans. 201 en 2016. Comment être dans la non-violence aujourd'hui? Comment ne pas l'être? Les derniers événements, d'ailleurs, le font accentuer cette urgence. On se tourne vers les ressources de la non-violence. Parce que c'est aussi une chance de prise de conscience, c'est-à-dire l'intérêt pour une boussole qui marche. Et effectivement, je vous l'ai dit, parler de non-violence en France, c'est parler d'une inconnue, d'une mal connue, d'une méconnue, dont on croit tout savoir, comme tous les inconnus. Ah, bien évidemment, ouais, c'est bon, j'ai compris, là, on a tout l'intérêt. On est en train de mettre sur la place publique. On est dans une société dominée par l'idéologie de la violence, qui est légitime, qui est honorable, qui est sacralisée. Et la violence apparaît comme la vertu de l'homme fort et courageux, la non-violence comme une faiblesse. C'est l'homme faible, qui d'ailleurs pactise avec l'agresseur. Le non-violent, bref. Donc l'idée prédominante, chez eux, c'est qu'il n'y a que la violence qui paye. Ne la connaissant pas, on va dire, alors on me dira, moi souvent on me dit, alors qu'est-ce que vous faites? Faites un truc contre la violence. Vous condamnez la violence, si j'ai bien compris. C'est tout, quoi. Non, c'est pas une marche contre la violence. Car figurez-vous que la contre-violence qu'un homme peut acter, c'est une énergie. Ça peut être une colère, ça peut être d'une injustice, d'une frustration, d'une humiliation. Celui qui retourne la table, celui qui est violent, il peut dire aussi quelque chose de digne, de défendable. Sa colère, elle est recevable, elle est digne. Quand on voit l'injustice, il est normal que nous soyons en colère, non? C'est le contraire. Le problème n'est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, non, c'est pourquoi ils ne se révoltent pas. La question c'est, oui, la colère c'est une source d'énergie. Si tu la transformes en violence contre les autres, alors là, il faut prendre au sérieux la violence. Il ne s'agit pas de la combattre, il ne s'agit pas de la refouler, il s'agit de l'écouter, de l'accueillir, de la comprendre, il s'agit de la recycler. Il s'agit de la transformer. Tu es en colère. Qu'est-ce que tu vas faire de ta colère? Qu'est-ce qu'elle va faire de toi? Tu veux réagir violemment. C'est-à-dire, j'ai mal, je fais mal. Je suis blessé, je blesse. Je souffre, vous allez souffrir là. Vous allez payer. Et c'est là que la non-violence, elle vient dire, non. Il y a mieux à faire. Je te propose autre chose. Et là, tout commence. Gandhi disait, les moyens sont aussi importants que la fin. La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Tu utilises la violence, tu vas redoubler la violence en face. Tu vas être récupéré. Et le combat que tu prétends défendre, il sera enseveli, juste parce que tu es tombé dans le piège de la violence. D'autres réduisent la violence à un vœu pieux. Si tu mets au Père Noël, c'est naïf. Vous verrez que c'est tout le contraire. D'autres diront c'est le camp des faibles, des lâches, parce que les courageux, ils prennent des armes. C'est le lâche qui ne veut pas se battre. Bref. Et si c'était, on nous dit là, la non-violence est une utopie. Et si c'était la violence qui était une utopie? Si vous remarquez bien, elle ne résout durablement aucun des problèmes qu'elle prétend résoudre. Dans les salles à manger, dans les cours d'école, en Syrie ou ailleurs. Et si les utopistes, justement au sens péjoratif, c'était ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça, sans rien changer. Œil pour œil, on est en guerre. Œil pour œil, on va tous finir aveugles. Enfin, bon, de toute manière, on ne peut pas faire autrement. Mes Kalachnikov contre tes drones, mes Rafales contre les tiens, bref, les caméras de surveillance, oui, mon cerveau de crocodile contre les tiens. Et effectivement, de ce point de vue-là, il y a une étude récente qui le prouve et qui le démontre comme jamais ça n'a été démontré. Et c'est bien de temps en temps d'apporter des preuves. Elle nous dit quoi? Elle nous dit la violence a perdu. Elle désenchante le monde, les luttes, les peuples. Pourquoi? Parce qu'on n'éteint pas le feu avec le feu. On n'éteint pas le feu avec le feu. C'est un livre qui s'appelle Why Civil Resistance Works. Pourquoi la résistance civile est efficace. C'est un livre de Erika Chenoweth
et de Maria Stéphane, qui sont deux universitaires. Elles ont fait ce que jamais personne n'avait fait jusqu'à ce jour. Elles ont examiné tous les conflits qu'elles ont pu trouver entre 1900 et 2006. 123 conflits dans le monde. Elles les ont examinés attentivement pour voir lesquels avaient échoué, lesquels avaient réussi, lesquels avaient abouti et pour quelles raisons. Et leurs résultats sont stupéfiants. Les campagnes de résistance non violente sont presque 2 fois plus susceptibles de réussir totalement que la résistance violente. Si tu utilises la non-violence, tu gagnes 2 fois plus souvent et tu gagnes à long terme. Drôle de nouvelle, drôle de bonne nouvelle. Donc la non-violence, ce n'est pas renoncer à lutter, c'est lutter 100 fois mieux. Très intéressant. Je vous l'ai dit, la non-violence en France, elle est loin d'être entrée dans les consciences, dans les institutions. Dans les pays anglo-saxons et scandinaves, il en est autrement. Ils ont peut-être appris la leçon avec Gandhi. On enseigne la non-violence dans toutes les plus grandes universités du monde. À Yale, à Cambridge, à Oxford, à Boston, à Stockholm, à Oslo. Il n'y a pas une seule chaire de non-violence en France dans une université. C'est pas digne d'être enseigné. C'est drôle. Si vous vous demandez pourquoi, demandez-vous aussi si les puissants de ce monde ont vraiment intérêt à ce que le peuple comprenne qu'il peut changer efficacement des choses. Ben non. Vous manifestez, il y a des casseurs, on envoie un truc, vous rentrez chez vous, le lendemain on ne parle que de la casse, c'est bon, le problème est enseveli. Vous êtes tellement découragé parce que ça fait la 10e fois que vous manifestez, la prochaine fois vous restez chez vous. Ça pose plus de problème. La non-violence, elle nous invite à considérer le conflit. Le conflit fait partie de la vie. Tant que nous serons vivants, nous aurons des conflits. Justement, la non-violence, c'est qu'il faut absolument que le conflit existe. Posons les termes du conflit. Le conflit, ça peut être aussi une manière de progresser, d'aller vers plus de justice. On peut réguler d'ailleurs une immense majorité de nos conflits sans nous taper dessus. Tant que nous serons vivants, nous aurons des conflits. Le problème, c'est que nous ne sommes pas éduqués pour le conflit. Soit nous le refoulons, nous le nions, arrête, il n'y a pas de problème, laisse tomber. Soit nous l'évitons, nous passons à côté, soit nous